Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Monsieur Michel Kenmoué. Nous avons ensemble une conversation que nous aimerions partager avec vous sur le thème Vivre ensemble au sein de la cellule familiale en confinement. Notre invité est quelqu'un qui se définit lui-même comme un simple homme, un simple père de famille. Bonsoir, Monsieur Michel. Bonsoir, pasteur. J'aimerais que vous nous disiez un peu plus sur cette définition que vous faites de vous-même, un simple père de famille. Merci, pasteur, pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir échanger avec vous sur ce thème si important, surtout dans ce contexte qui est celui de la pandémie de Covid-19. Avant de me présenter, j'ai une pensée pour toutes les familles qui sont éplorées en ce moment précis. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont été impactés, et je pense que c'est nous tous, et certains beaucoup plus que d'autres, ont été impactés par cette maladie qui continue à faire des ravages à travers le monde. Donc j'ai une pensée pour ces personnes et je souhaite que l'Éternel puisse consoler et nous aider à pouvoir trouver une voie pour pouvoir passer par-dessus. Alors, pourquoi je me définis comme un simple père de famille, comme un simple humain? Tout simplement parce que c'est fondamentalement ce que je suis au-delà de tous les autres titres, de toutes les autres qualifications que l'on peut s'accorder. À la fin, je ne suis qu'un simple humain, avec tout ce que cela a de force, tout ce que cela a de faiblesse, tout ce que cela a d'espérance, tout ce que cela a de foi, tout ce que cela a de difficulté. Et cette définition me sied mieux pour m'aider aussi à garder les pieds sur terre, voilà, Oui, je à veux, reconnaître qu'à la fin de la journée, en tant qu'humain, avec tout ce que cela implique, dont j'ai besoin d'un Dieu, j'ai besoin d'un Créateur, j'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. donc je veux mentionner que vous êtes un spécialiste en communication, que vous avez une longue carrière et une longue expérience dans ce domaine. Et j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus avant d'entamer le thème pour lequel nous sommes ensemble. Alors, ma carrière dans le domaine de la communication, effectivement, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le domaine du développement de la communication de développement. J'ai travaillé dans plusieurs pays d'Afrique où j'ai été invité à pouvoir intervenir aux côtés pour accompagner les États pour ce qui est de la mise en place des cadres de régulation des médias ou bien pour ce qui est de l'adoption des politiques en lien avec le secteur de la communication, d'accompagner les organisations des professionnels des médias et aussi de travailler pour tout ce qui est le renforcement des capacités des professionnels des médias. Donc, j'ai travaillé en Afrique centrale pendant plus de 14 ans, pendant presque 14 ans, et depuis un an et demi, je suis maintenant basé en Afrique de l'Ouest, et plus précisément à Dakar. Et alors, dans votre carrière, vous avez certainement eu à faire de nombreuses expériences dans le domaine de la communication et particulièrement de la communication dans la famille. Mais je rappelle que le thème autour duquel nous discutons aujourd'hui, que nous partageons, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble dans la cellule familiale en confinement. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous décrire ce que pourrait être ce vivre ensemble dans la cellule familiale? Merci, Pasteur. Effectivement, on peut trouver un lien entre tout le travail de la communication que l'on fait à l'échelle des pays, à l'échelle nationale, avec la réalité de la communication au sein de la cellule familiale. Mais peut-être commencer par nous dire que le contexte du confinement dans lequel nous nous trouvons, c'est un contexte inédit. De mémoire d'homme,
nous n'avons pas d'expérience de confinement tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en fait, la plupart d'entre nous. Et ce confinement est né de ce que plusieurs pays confrontés à la pandémie de Covid-19 ont décidé de mettre en place des mesures pour pouvoir limiter la propagation de la maladie. Et ces mesures ont des conséquences. Et les familles les vivent différemment en fonction des réalités qui sont les leurs. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans des familles ici où le père et la mère sont des médecins qui sont appelés à pouvoir être au front de la lutte contre la maladie, ces familles ne vivent pas le confinement de la même façon que les familles où le père, la mère ou bien en fait les parents sont à la maison tous les jours. Le contexte de confinement est expérimenté différemment selon les situations de chaque famille. Dans les familles monoparentales, l'expérience du confinement n'est pas la même chose que dans les familles où les deux parents sont présents. Dans les familles où l'un des membres a perdu de l'emploi, où les deux membres ont perdu de l'emploi, dans les familles où déjà en situation de non-confinement, les revenus de la famille sont trop faibles et que l'expérience du confinement n'est pas la même chose. Et dans ce contexte-là, la qualité de la communication peut faire toute la différence. La qualité de la communication au sein de la famille peut aider à pouvoir mieux vivre cette expérience de confinement. D'ailleurs, nous avons observé, et je l'ai entendu plusieurs fois à la télévision, des personnes, et même sur WhatsApp d'ailleurs, des femmes qui se plaignent de la présence de leur mari, des hommes qui ne sont pas trop contents de l'ambiance familiale avec des enfants turbulents. Et en fait, j'ai réalisé que beaucoup de familles sont en train de découvrir ce qu'elles sont exactement. Bien entendu, je pense pas de découvrir, on peut dire qu'elles découvrent, mais c'est que beaucoup de familles sont mises à l'épreuve de la communication. Vous savez très bien que dans beaucoup de familles, les enfants ou bien les membres de la famille se croisaient au couloir les matins et peut-être encore le soir. Tout le reste de la journée, chacun vaque à ses occupations comme si de rien n'était. Et personne n'a été préparé pour vivre le confinement. Personne, en fait. En tout cas, la majorité des personnes n'a pas été préparée pour faire face au confinement. Beaucoup sont appelés, d'ailleurs dans le cadre du confinement, à continuer à travailler de la maison. Ce qui crée des situations inédites où on est à la maison, parfois avec des enfants, parfois avec la famille, et alors que d'habitude, lorsqu'on est à la maison, c'est dire qu'on est en repos. Alors là, on doit être à la maison, continuer le travail et les exigences professionnelles en période de confinement, parfois sont même supérieures, parfois sont très demandantes que lorsqu'on est en période de non-confinement. Et tout ça, étant donné qu'on n'a pas été, on n'était pas préparé à pouvoir vivre l'expérience du confinement, le temps d'adaptation est déjà un temps qui peut engendrer beaucoup de conflits. Et dans les familles où la communication n'était déjà pas la règle, parce que nous savons qu'aujourd'hui, de moins en moins, il y a de la communication dans les familles. Dans les familles, je pense que des études l'ont démontré, les réseaux sociaux ont remplacé la communication interpersonnelle au sein même de la cellule familiale. Et donc, les familles se retrouvent donc forcées quelque peu de se retrouver sous le même toit, parfois dans des espaces qui ne sont pas toujours grands, et s'accommoder à de nouvelles façons de faire assez rapidement, parce que le confinement est venu très rapidement, on n'a pas eu le temps de se préparer. Et là, la question de la communication se pose avec grande acuité.
Mais est-ce que Et c'est uniquement un problème de communication ou est-ce que ce n'est pas lié au fait que les personnes vivaient ensemble mais ne se connaissaient pas suffisamment ou n'avaient pas eu à éprouver les tempéraments dans des conditions difficiles finalement? je crois que c'est un facteur, le fait de ne pas se connaître. Mais je pense que pour ce qui est du confinement, étant donné que c'est un événement inédit, il n'y a rien qui préparait les uns et les autres à pouvoir vivre en confinement. Donc, en confinement, nous tous, nous nous découvrons, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, tous se découvrent parce que c'est une nouvelle réalité. On n'était pas rien, en fait, presque rien, à l'exception de quelques personnes peut-être qui ont vécu en prison ou quoi que ce soit. En fait, presque rien ne préparait des familles à se retrouver en confinement. Donc, en période de confinement, certes, il peut arriver que le fait de ne pas bien se connaître puisse entrer en ligne de compte, mais il y a aussi le fait que personne, aucun membre de la famille n'était préparé à vivre l'expérience du confinement. Et étant donné qu'on n'est pas préparé à vivre l'expérience du confinement, il faut donc aux uns et aux autres mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, tout en voilà, pour pouvoir laisser de la place à chacun, en sachant que nous sommes dans une expérience inédite, personne n'est préparé à vivre cela, nous devons faire preuve de compréhension, de tolérance, donner l'occasion aux uns et aux autres de s'adapter à la nouvelle réalité pour trouver le juste milieu de la collaboration, de l'interaction et du nouvel vivre ensemble, de cette nouvelle expérience du vivre ensemble. Mais est-ce que la télévision n'a pas joué aussi un rôle dans ce confinement? Dans certains cas, un rôle j'allais dire, de soudure de la famille. Tout le monde se réunit devant des émissions, devant des programmes. Et dans un autre sens, est-ce que la télévision n'est pas venue encore en ajouter aux difficultés du confinement avec toutes les rumeurs, toutes les annonces négatives qui étaient diffusées? Alors, la télévision en tant que média, ça a toute son importance dans la société, dans les familles. Mais de là, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que la télévision puisse renforcer l'interaction avec les familles. Euh, Ce qui enrichit les liens avec les familles, c'est des interactions non médiées, sans intermédiaire. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans ces interactions, qu'on peut faire l'interaction sans passer par soit de la technologie, mais vraiment l'interaction. On est dans un espace qui est assez réduit, donc on peut interagir entre nous sans avoir besoin de passer soit par son téléphone ou bien par le réseau social ou autre. Or, on sait que la télévision, très souvent, dans des familles, les gens ont les yeux rivés vers la télévision, qu'on ne se regarde plus. Or, dans cette communication qui doit renforcer le lien familial, il faut qu'à un moment donné, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, que ce soit une interaction la plus directe possible. Or, la télévision ne va pas toujours dans le sens de renforcer. Et vous avez si bien dit, c'est que avec le flot d'informations que nous avons eu ces derniers temps et qu'on continue à avoir sur et parfois de l'information extrêmement alarmante et très peu d'informations rassurantes par rapport à la pandémie, cela n'est pas de nature, que ce soit en lien avec la pandémie spécifiquement, mais aussi en lien avec d'autres secteurs impactés par la pandémie. Quand on donne toutes les informations sur l'économie qui s'écroule, les informations sur le chômage qui ne fait pas augmenter, ce ne sont pas des choses qui sont de manière à créer de l'assurance au sein de la famille qui se trouve déjà en confinement, en situation inédite. Donc, la télévision, certes, ça a son utilité, mais il n'est pas sûr que le fait qu'une famille se réunisse autour de la télévision va renforcer le lien communicationnel qui est nécessaire d'ailleurs
pour ce contexte-là, extrêmement nécessaire, va renforcer ce lien-là communicationnel. Mais il y a d'autres situations que l'on pourrait citer, mais dans certaines familles, le père et la mère travaillent, s'en vont très tôt le matin, les enfants vont à l'école et n'ont presque jamais l'occasion de prendre le petit déjeuner ensemble ou de manger à midi ensemble et même le soir. Mais ce qu'on a pu observer pendant le confinement, et ça je l'ai aussi entendu plusieurs fois et je le vis moi-même, euh, cette nouvelle, ce nouveau programme, ce nouveau projet de vie, c'est-à-dire être toujours ensemble pendant 24 heures chaque jour, permet quand même de se regrouper à table, de pouvoir échanger, sauf lorsque chacun, les enfants comme les parents, ont un téléphone portable et qu'ils sont rivés sur leur téléphone, même devant leur assiette. Alors, je ne parlerai pas avec la même certitude. Je dirais plutôt que le confinement peut être une opportunité. Maintenant, il reste à chaque famille de savoir saisir cette opportunité. Est-ce que toutes les familles parviennent à saisir l'opportunité? Certainement pas. Parce qu'on connaît des familles où le confinement a engendré la multiplication des violences. Violence à l'égard des enfants, violence à l'égard de la femme ou bien à l'égard du mari, ainsi de suite. Violence vis-à-vis des conjoints. Donc, dans le cadre de ces familles-là, elles ont raté l'occasion de pouvoir utiliser le confinement comme opportunité pour souder les liens. Donc, c'est une opportunité qui, c'est une situation qui peut être vue comme une opportunité, mais c'est aussi une situation à risque. Je pense que nous avons suffisamment parlé des risques, mais si on devrait s'attarder sur l'opportunité, comme vous l'aviez dit, le confinement, c'est une occasion extraordinaire de mieux se connaître dans les familles. Au quotidien, nous avons très peu de temps de passer ensemble. Même lorsqu'on peut déjeuner le matin, mais on est pressé de déjeuner pour aller au travail ou bien pour aller à l'école. Lorsqu'on peut prendre son petit, lorsqu'on peut manger ensemble le soir, les gens sont fatigués, on veut suivre le journal, ainsi de suite. On veut vaquer peut-être à des travaux scolaires. Donc, tout cela, ça fait en sorte que le temps même de la communication est bref. Et donc, en période de confinement, on a un peu plus de temps ensemble. Maintenant, le fait qu'on a plus de temps ensemble, toute la question, c'est comment est-ce que nous utilisons ce temps ensemble? Comment est-ce que nous le faisons pour que cela puisse être bénéfique à chacun de nous, individuellement, et aussi à nous tous en tant que groupe, en tant que famille? Et c'est peut-être là que toute l'ingéniosité et toute la plus-value de la communication trouve son être. La communication, il faut reconnaître. La communication, ce n'est pas la panacée, loin de là. Mais la communication, ça peut aider dans ce contexte, non seulement à exprimer à l'autre ou bien aux autres comment est-ce qu'on vit le confinement. Parce que le simple fait de pouvoir s'ouvrir aux autres pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent en période de confinement est déjà un moyen de mieux vivre le confinement. Parce qu'on a l'occasion d'extérioriser ce que l'on ressent et le fait d'extérioriser cela à des personnes qui sont disposées à nous écouter, parce qu'il faut encore qu'on puisse avoir en face des personnes qui sont disposées à nous écouter, à nous accorder l'attention nécessaire. Et donc, lorsqu'on peut expérimenter cela, ça nous aide à mieux vivre. Et comment conseiller des deux personnes qui vivaient déjà ensemble, mais qui ne se parlent pas ou ne se parlaient pas? Quels sont les moyens qu'elles pourraient utiliser pour raccrocher l'attention du conjoint ou du vis-à-vis? Alors, là, comment je vais dire ça? Vous savez, en matière de communication, dans le cadre de la vie de famille, on ne peut pas réussir seul. Ça doit être c'est toujours le résultat d'une volonté commune.
l'un des conjoints ne peut pas vouloir qu'il y ait une communication fluide dans la famille contre la volonté de l'autre conjoint. Donc, je pense qu'au préalable, c'est qu'il faut que les deux personnes puissent reconnaître à un moment donné qu'il est important que nous puissions communiquer pour que notre expérience du confinement ne soit pas un calvaire. Parce que si le confinement, déjà être confiné, c'est difficile, avec toutes les incertitudes, mais si en plus de ça, on doit encore rendre la chose plus compliquée parce que le partenaire ou bien la personne ou les personnes avec qui on est en confinement sont des personnes dont on ne supporte pas la présence, alors je crois que pour notre bien et pour le bien des autres, il est préférable de rechercher à pouvoir profiter de cette occasion pour discuter franchement, honnêtement, sur le bien fondé d'une communication efficace où on peut s'ouvrir l'un à l'autre. Je crois que ça va aider certainement, et là je parle par rapport à ce que j'ai expérimenté au niveau de ma propre famille. C'est-à-dire, les enfants avaient, par exemple, dans mon cas, l'expérience qu'ils avaient de moi, c'est que je suis à la maison le week-end et là, je ne travaille pas, donc les enfants peuvent profiter de ma présence à suffisance et je peux profiter de la leur en suffisance. Mais seulement, maintenant que je suis en confinement et qu'en confinement, je dois continuer le télétravail, on a eu beaucoup de difficultés à s'adapter sur le fait que, certes, je suis à la maison, mais je ne suis pas à la maison pour les mêmes raisons, ou bien je ne suis pas à la maison où nous pouvons continuer à pouvoir jouer tout le temps comme on le fait quand je suis, par exemple, en congé ou bien pendant le week-end. Donc là, il faut que nous puissions comprendre qu'il faut faire, pour que le confinement soit une réussite, il faut bien que nous puissions échanger ensemble pour dire oui, ceci est possible, ceci n'est pas possible. Et lorsque les uns et les autres parviennent à la compréhension de cela, nous pouvons mieux vivre l'expérience du confinement. Est-ce que vous voulez dire que les conjoints devraient, dans un premier temps, s'asseoir, réfléchir, concevoir un emploi du temps pour chaque journée et avec les enfants, trouver des moments de rencontre de qualité? En fait, il y a quelques conseils qui ont été formulés, hein, que je peux reprendre ici. C'est que déjà, reconnaître que l'expérience du confinement, c'est une expérience inédite et que personne n'est préparé. Donc, à cause de cela, il faut que pendant la période de confinement, savoir donner de l'espace à chacun. Il faut donner de l'espace à chacun. Parfois, on a besoin d'un temps à soi. Il faut que l'autre sache respecter quand on a besoin de ce temps à soi. Peut-être qu'on s'offrait ce temps à soi lorsqu'on était dehors, lorsqu'on était au bureau, qu'on pouvait s'offrir ce temps à soi. Maintenant qu'on est à la maison et qu'on veut toujours s'offrir ce temps à soi, il est important que les autres dans la famille puissent reconnaître qu'à un moment donné, on a besoin de ce temps à nous. Et donc, il faut l'accorder à l'autre, reconnaître que l'autre a effectivement besoin, que ce n'est pas une manière de se retirer de la famille ou bien du groupe, mais que l'autre, pour son propre épanouissement, a besoin de ce temps à lui. Donc, premièrement, nous devons, dans la famille, savoir donner le temps à chacun, permettre à chacun d'avoir son temps à lui. La deuxième chose, c'est prendre le temps ensemble, savoir profiter de chaque occasion où nous pouvons être ensemble. Et cela, je le vois, par exemple, au petit déjeuner, les moments de prière, il faut savoir en profiter. Quand nous travaillons, les moments de prière, on allait vite. On était pressé peut-être de faire la vigile matinale pour les personnes qui font la vigile matinale, ou bien le petit déjeuner, de pouvoir faire vite parce qu'on est pressé, il faut amener les enfants à l'école, ou bien il faut aller au travail, ainsi de suite.
Mais maintenant, on n'est plus sous cette pression, entre guillemets, pour certaines familles. Il y a des familles qui continuent à travailler, certes, mais pour les familles où cette pression n'est plus, il faut savoir utiliser ces moments de rencontres familiales pour que ce soit des moments non seulement de manger, mais que ce soit des moments pour communier. Et là, je pense que c'est le mot le plus approprié, pour échanger, pour prendre le temps de pouvoir échanger tout en, voilà, qu'on prenne le plaisir à pouvoir manger ensemble. Ce n'est pas juste la nourriture, mais c'est aussi le fait qu'on se retrouve ensemble. Donc ça, c'est une chose importante, savoir prendre le temps ensemble. Mais Et est-ce que vous ne croyez pas que lorsque le déconfinement sera consommé, est-ce que ce confinement n'aura pas beaucoup plus d'impact négatif dans certains cas sur les familles qui l'ont vécu, même de manière moyenne? alors, on va pas le dire de but en blanc que c'est négatif. Cela aura un impact. Il y aura des effets positifs pour les familles qui ont su tirer parti du confinement, par exemple, comme on vient de dire, savoir donner le temps à l'autre, savoir utiliser le temps ensemble, prier ensemble, euh, jouer ensemble, apprendre de nouvelles choses ensemble. Les familles qui ont su profiter de le confinement pour faire des choses ensemble, je pense que ces familles peuvent sortir de là avec de nouvelles habitudes qu'elles vont pérenniser et qui vont leur être bénéfiques. Pour les familles où le confinement a été vécu comme des moments où il y a surtout eu une augmentation de violence, ces familles vont sortir de là profondément meurtries à cause du confinement. Les familles où le confinement, où les mesures prises pour lutter contre la pandémie ont conduit à la perte de l'emploi vont sortir de là sérieusement affectées par rapport à la pandémie. Donc, l'impact de la pandémie va varier d'une famille à une autre. Mais seulement, même pour des familles où il y aurait perte de l'emploi, la qualité de la vie en communauté pendant le confinement peut servir déjà dans le levier de soulagement profond pour affronter la vie après le confinement. Donc, la qualité de la vie qu'on a en confinement peut aussi nous préparer non seulement à supporter les effets néfastes les conséquences néfastes de la pandémie, mais aussi à pouvoir mieux nous préparer pour l'après. Parce que ça peut être l'occasion pour les familles de réfléchir sur des projets qu'ils ont toujours remis à plus tard. Et que voilà, l'occasion est là de pouvoir trouver du temps et de réfléchir à suffisance sur ce projet, alors que hier ou avant, on n'arrivait pas toujours à pouvoir se donner le temps de réfléchir. Ça a été l'occasion pour des familles de développer, ou bien des parents de développer de nouvelles compétences. Il y a des personnes qui, en période de confinement, ont dû s'inscrire à des formations en ligne pour développer des compétences. Au sortir de ça, ça va leur permettre peut-être d'avoir de nouvelles opportunités d'emploi ou bien de pouvoir augmenter en compétences et ainsi, voilà, augmenter la probabilité de pouvoir être retenu sur le plan professionnel. Et alors, dans un contexte de vie familiale religieuse, le confinement a certainement permis beaucoup plus de prières, beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de méditation. Mais dans un certain sens, euh, l'après-confinement va être aussi un handicap dans la mesure où, retournant à leurs activités, les moments de communication vont encore se réduire. Je pense que pour les familles qui ont vu tout le bénéfice de ces moments ensemble, cette expérience peut les amener à reconsidérer la manière par laquelle leur emploi du temps quotidien est organisé.
tout est fonction du bénéfice qu'on a tiré de l'expérience du confinement. Surtout pour l'exemple que vous avez cité des familles chrétiennes. Pour les familles chrétiennes qui ont vu que la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu, la vie de communion ensemble autour, c'est toute occasion qui permet de se retrouver ensemble. Les familles qui ont vu en ça un bénéfice certain vont vouloir pérenniser cela. Certainement pas au même niveau, c'est-à-dire avec la même régularité qu'en période de confinement, parce que nous l'avons dit depuis le début, confinement, c'est une situation inédite, mais elles vont rechercher à réorganiser leur emploi du temps de manière à s'offrir toujours le temps de ces rencontres, de ces prières, de ces échanges, parce que, et à chaque fois que l'opportunité va se présenter de renforcer ce lien, de renforcer ces échanges, ces familles ne vont pas hésiter à pouvoir les saisir. Nous sommes sur le point de terminer cet entretien et je veux annoncer que ce n'est pas le dernier, ce n'est que le premier je l'espère, d'une longue série. Mais j'aimerais que nous concluions en pensant à une situation qui paraît improbable, mais imaginez ce que serait la décision du gouvernement de reconfiner. Et est-ce que vous croyez que l'expérience précédente aura eu des effets bénéfiques dans un pareil cas? Car c'est une éventualité. Oui, je pense déjà le dire, hein, la possibilité pour que les gouvernements puissent décider un reconfinement, la probabilité, elle est élevée, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une probabilité élevée parce qu'on sait très bien que beaucoup de pays ont dû aller vers le déconfinement à cause des pressions parfois politiques, religieuses et autres. Donc, ce ne sont pas des décisions qui ont été prises toujours informés par l'analyse technique des spécialistes du secteur pour dire voilà, il faut qu'on aille vers le confinement parce que la situation est désormais maîtrisée. Donc, la probabilité pour que les pays soient forcés de décréter encore un reconfinement, voilà, je pense qu'il faut considérer que cette probabilité reste élevée. Maintenant, l'expérience que les gens vont avoir du reconfinement, je vois plusieurs scénarios par rapport en cas où il devrait avoir reconfinement. Pour des familles qui ont expérimenté le premier confinement sous le feu de la violence, il va sans dire que si l'État devrait décréter reconfinement, les familles vont essayer autant que faire se peut de trouver les voies et moyens d'aller en reconfinement en prenant les dispositions pour limiter les risques de ce qu'il y ait encore la possibilité pour elles de vivre l'expérience de la violence. Mais ce ne sera pas toujours facile pour certaines familles. Donc, pour ces familles, le reconfinement va signifier retourner encore à la vie de la violence. Pour les familles qui ont peut-être comprise, peut-être tardivement, l'importance d'une relation apaisée au sein de la famille pour mieux vivre le confinement, ces familles vont essayer de préserver cette relation apaisée pour que lorsqu'elles sont en train d'aller vers le reconfinement, qu'elles puissent veiller à préserver cette relation apaisée. Pour des familles où actuellement le confinement actuel a signifié la perte de presque la plupart des activités économiques, le reconfinement, ça va être vécu avec la même difficulté que ce qu'elles vivent aujourd'hui. Donc, de la même manière que les expériences sont variées aujourd'hui en confinement, de même pour le reconfinement, les expériences seront différentes. Certains auront su tirer leçon de l'actuel pour mieux se préparer, c'est ce que nous souhaitons. Mais d'autres, même si elles ont tiré des leçons, parfois,
elles peuvent se retrouver dans l'incapacité même d'appliquer certaines de ces leçons. Bien, j'aimerais vous remercier pour ce moment de qualité que vous nous avez offert. Merci pour le temps que vous avez pris pour nous expliquer tout cela. J'aimerais simplement rappeler à nos auditeurs et ceux qui auront le bénéfice de ce moment, le rappeler que le dimanche à la même heure, 18h30 pour l'Afrique de l'Ouest et 20h30 pour la France, un petit peu plus tôt dans le temps pour d'autres régions comme la Guyane qui nous suit, comme la Guadeloupe. Euh, Soyez attentifs, vous recevrez l'information pour le sujet que nous allons aborder, mais quelque chose me dit que probablement nous continuerons à parler du même sujet la prochaine fois. Oui, je crois que ce serait effectivement intéressant de continuer à s'entretenir sur la question de la communication, mais cette fois sous son volet beaucoup plus pratique. Comment qu'est-ce que les familles peuvent faire beaucoup plus concrètement pour que l'expérience du confinement puisse être une expérience apaisée, puisse être une expérience bénéfique pour les uns et les autres. Eh bien voilà, la conclusion est faite. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Merci encore d'avoir été attentif à ces conseils et nous vous disons à la semaine prochaine.